Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Instagram. Ce soir, Isegoria reçoit le champion du monde de kitesurf et TV host Antoine Auriol. Hop, je vais d'ailleurs l'inviter. Hop. Comme pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Antoine Auriol devait intervenir à Audencia pour une conférence Isegoria au début du mois d'avril. Mais bonjour Antoine. Salut Mathis, Salut, bonjour à tu vas bien? tous. Alors, je disais donc que tu devais intervenir au début du mois d'avril pour faire une conférence Segoria, mais que, au vu de la situation actuelle, le live a dû être, enfin, la conférence a dû être reportée. Donc, on vous propose ce live aujourd'hui pour apprendre à connaître Antoine et lui poser vos questions en direct. D'ailleurs, vous nous avez déjà posé pas mal de questions, donc je vous en remercie, mais n'hésitez surtout pas à les poser en direct. Donc, avant de commencer quelques questions, petit rappel sur ton parcours, Antoine. Tu as été sacré champion du monde de kitesurf en 2010 et tu as été ambassadeur de nombreuses marques de grande renommée. On peut citer par exemple Ushuaïa ou encore Lacoste. Et aujourd'hui, beaucoup de projets digitaux sur tes différents réseaux sociaux et notamment de nombreuses émissions télé. Je pense à la Quête des Vents, par exemple, qui a été diffusée, et donc beaucoup d'émissions en lien avec l'environnement et le positivisme. Voilà. Donc merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour cette belle présentation. Je suis ravi d'être parmi vous, ça fait plaisir de faire un petit live avec vous. Euh, J'attends vos questions. En fait, ouais, tu as bien résumé un petit peu qui je suis. J'ai fait beaucoup de sport depuis toujours. Le kite, c'est vraiment mon pilier central. C'est ce qui me permet de développer tous mes projets personnels et professionnels. Et ce qui me permet d'être toujours, finalement, directement ou indirectement, être connecté à la nature. Exactement. Et alors là, on est en une période un petit peu inédite. Où est-ce que tu es pour ce confinement? Comment ça se passe de ton côté? Alors moi, j'habite en Espagne, au Puerto de Santa Maria. C'est juste à côté de Cadiz. C'est en Andalousie. C'est un lieu que j'aime vraiment beaucoup. J'ai atterri ici il y a plus de 15 ans maintenant, poussé par les vents. En fait, je cherchais un endroit où m'entraîner en Europe, où il y ait du soleil, du vent régulier. Ici, j'ai la chance d'habiter à côté du détroit de Gibraltar, où le Levante, ce fameux vent qui rentre, qui s'engouffre dans le détroit de Gibraltar, justement, accélère et donne du caractère à cette région et un vent parfait pour s'entraîner. Ok. Et alors, j'ai vu que tu avais sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps où tu allais kiter après 45 jours de confinement. Comment tu as réussi à garder la forme pendant ce confinement et quelques conseils pour nous pour les derniers jours qui restent avant le déconfinement? Ben, le confinement, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai ralenti vraiment mon rythme. Je me suis vraiment reposé. Et en fait, depuis toujours, vu mes activités quotidiennes, je fais tout le temps du sport, en fait. Donc, soit je fais du yoga, soit je vais courir. Et quand je reste à la maison confiné, finalement, la meilleure solution pour moi, ça a été le yoga. Et donc, je suis resté en forme grâce à ça. Donc, faire de la respiration, faire des exercices, vraiment des postures te rendent plus flexible, plus fort, tout en restant souple d'esprit. Voilà, l'idée, c'est toujours de rester en équilibre. Ne pas s'endormir mentalement ni physiquement et de trouver un point assez juste qui nous met dans un état où on est toujours heureux et prêt à s'adapter à ce qui nous arrive dans la vie, en fait. Ok. Donc un peu de yoga pour se détendre dans cette période un peu anxiogène. Et Voilà, alors, exactement. pour revenir sur ton parcours de sportif, donc tu as été champion du monde de kitesurf en 2010, mais avant cela, tu as commencé par des sports acrobatiques, je pense au trampoline par exemple, et aussi tu as fait du windsurf, tu as été champion d'Europe. Comment est-ce que tu as découvert le kitesurf par la suite? Alors ouais, j'ai commencé par la gymnastique et le trampoline parce qu'en fait, je suis né dans les Ardennes. Mon père est prof de PS et du coup, il nous a mis sur des rails. On l'a toujours suivi dans les activités outdoor, d'extérieur. Et du coup, on a toujours été, mes frères et moi et ma petite sœur aussi, connectés au sport en général. Mon père, il était très proche justement de toutes les activités comme la gym et le trampoline et même le plongeon. Du coup, quand on était dans les Ardennes, on était plutôt proche des sports de ce type-là. Et en arrivant ensuite dans le nord, parce qu'on habitait à côté de Berck-sur-Mer pendant quelques années, et c'est là-bas que j'ai vraiment progressé en gymnastique, parce qu'il y avait un club juste à côté de là où on habitait, j'ai vraiment progressé. Ensuite, on arrivait en Bretagne quand j'avais à peu près 10 ans. Donc là-bas, j'ai continué la gymnastique, le trampoline, notamment en trampoline, j'avais un niveau
assez bon enfin, j'étais dans le top 5 en Ouais, jeune. Ça veut pas ouais. dire grand-chose et j'aime pas trop utiliser ces notions de résultats parce que je pense qu'on est un peu trop jugé aujourd'hui dans la société juste par des résultats et finalement, plutôt, il vaudrait mieux regarder la qualité de la personne avant tout. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et du coup, ensuite, j'ai commencé à faire de la planche à voile à 14 ans quand j'étais en Bretagne au club municipal de voile de Saint-Brieuc avec un entraîneur incroyable qui s'appelle Pierre Gobert. Et grâce à lui, on a découvert la glisse, vraiment aussi la compétition, la lecture de l'océan, des vents. Et j'ai vraiment appris à me débrouiller sur l'eau grâce à cette discipline olympique qui est la Mistral olympique à l'époque. Et petit à petit, en fait, je me suis tourné vers le kite parce que c'est une activité qui était en train d'arriver. Et naturellement, je m'y suis vraiment mis et je m'y suis impliqué à 100% parce que ça représentait pour moi vraiment tout ce que je recherchais dans le sport en général, parce que ça mélangeait le côté acrobatique que j'adorais de la gym et du trampoline, le côté aérien, euh, et en même temps le côté glisse que j'avais acquis grâce à la planche à voile. Donc ça a été un mélange vraiment parfait, j'ai progressé très vite, et je me suis retrouvé sur le circuit mondial de l'époque qui s'appelait le KPWT, le Kiteboard Pro World Tour, où il y avait des étapes un peu partout dans le monde. Et je me suis retrouvé propulsé sur ce circuit assez rapidement. Et puis voilà, en quelques années, j'ai progressé jusqu'à atteindre un jour ce titre de champion du monde KPWT 2010. Ça remonte maintenant, ça fait quelques années que j'ai arrêté la compétition. Mais Ouais. j'ai adoré ces années où j'ai dû vraiment me dépasser, me surpasser pour atteindre un niveau toujours plus fort, mais en étant toujours dans la quête de la fluidité en même temps. Je savais que ça allait pas être quelque chose d'éternel. Je suis passé par la compétition comme une porte que j'ai dû franchir pour vraiment derrière transformer l'essai et être une personne libre et essayer de partager ensuite voilà, toutes mes aventures. Donc peut-être que j'ai répondu un peu plus Ouais, que la carrément. question que tu m'avais posée, mais voilà. Et donc, tu as qualité dans de nombreux spots. C'est lequel ton préféré? Alors, peut-être en France ou dans le monde entier. Est-ce que tu en aurais un préféré? J'ai plusieurs spots préférés, les spots qui me tiennent à cœur, notamment bah, la baie de Saint-Brieuc, là où tout a Mm. commencé pour moi. Donc quand je retourne en Bretagne, ça me fait toujours chaud au cœur de retourner à l'eau là-bas. J'adore aussi mon home spot espagnol qui est ici au Puerto de Santa Maria. D'ailleurs, ce soir, à partir de 20 h, je vais prendre mon vélo et je vais retourner naviguer parce qu'on a la chance de pouvoir naviguer aujourd'hui ici. On est en mode déconfinement progressif. Et dans le monde, je pense que mon spot favori, c'est quand même l'îlot de Nokanwi, qui est au large de l'île des Pins, où on a eu la chance de pouvoir faire du kite là-bas il y a quelques années lors d'un voyage en bateau. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut demander l'autorisation aux chefs de tribus kanak. Et je crois qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, un peu tendu. Mais voilà, c'était un spot vraiment incroyable. Il y avait une langue de sable, en fait, avec des dégradés de bleu, de l'eau transparente, avec de l'eau turquoise qui partait vers un bleu vraiment bleu nuit, parce que d'un coup, ça plongeait à plus de 5000 mètres. Et là, j'ai des souvenirs assez incroyables de glisse là-bas. Merci de nous évader un petit peu avec ces beaux paysages qu'on a en tête maintenant. Merci à Euh, toi. Bah, je vous invite à regarder sur mes réseaux ou mon site quelques vidéos, Carrément. quelques images, parce que c'est vrai que c'est difficile pour moi de vous transmettre comme ça juste en parlant les sites incroyables que j'ai pu rencontrer au travers de mes aventures de kite. Voilà, de superbes vidéos à découvrir, notamment sur ta chaîne YouTube. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir et de très beaux paysages notamment à voir. Ouais. Merci, Autre ouais. question, est-ce que quelqu'un t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a nourri dans ta jeunesse et qui continue de le faire? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré pour arriver là où tu en es? En fait, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Dès qu'il y a une personne un peu charismatique, généreuse, naturelle, spontanée, qui transmet vraiment, comme on dit, des bonnes vibes, je suis assez vite inspiré. J'aime toutes sortes de personnes. En fait, je suis assez ouvert et assez curieux. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai été poussé à faire après vraiment du documentaire et à essayer de partager mes aventures au travers de mes vidéos ou des séries que j'ai incarnées. Et, euh, et du coup, j'aime être inspiré par des gens de tout,
tout univers en fait. Ça peut être aussi bien un chanteur qu'un athlète, qu'une personne que je croise dans la rue qui va me donner juste un sourire et qui va me transmettre quelque chose de positif. Mais pour vraiment axer le côté inspiration par un athlète, ouais, je pense qu'il y a par exemple un sportif que je respecte énormément et qui m'inspire beaucoup, c'est Candide Tovex, un skieur, je ne sais pas si tu connais, qui lui est allé bien au-delà de son activité via ses vidéos en faisant vraiment rêver les gens et en trouvant toujours une manière différente de raconter ses histoires de glisse et en faisant vraiment rêver, quoi. Carrément. Mm. Et alors, il y a beaucoup de sportifs comme toi, rêvent de devenir professionnels, mais il y a très peu de personnes qui réussissent. Est-ce qu'il y a un déclic qui t'a convaincu qu'un jour tu deviendrais professionnel? Il n'y a Ou pas est-ce que ça vraiment s'est de... Ça vraiment, s'est ça s'est fait assez naturellement, mais je pense qu'il y a quand même ouais, une espèce de force de fond, une confiance en soi profonde, même si elle n'est pas là tout le temps, euh, qui est un moteur pour aller vraiment de l'avant. Euh, Moi, je ne sais pas, le fait d'être né dans les Ardennes et de pas du tout avoir la vocation d'être kitesurfer, ça m'a poussé à devenir encore meilleur parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Du coup, je me suis dit, allez, je vais vraiment tout donner, essayer de transformer toutes mes petites faiblesses en une force. Et du coup, j'ai toujours eu une grande autodiscipline qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'en kite, par exemple, bah, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment d'entraîneur. On était un peu tous nos propres entraîneurs. Et du coup, c'était pas évident de trouver vraiment de la motivation tout le temps, à part entre nous quand on naviguait. Et du coup, il faut vraiment avoir une force intérieure et se dire, allez, on lâche rien. Et puis, ne pas la raison pour laquelle on fait les choses est très importante. Moi, j'ai jamais essayé par exemple, d'être motivé par l'argent. Je me dis que c'était plus intéressant vraiment d'être motivé par la découverte de nouveaux pays, de plages paradisiaques, de gens, de cultures. Voilà, le fait de pouvoir. En fait, le kite, c'est un outil pour moi pour vraiment voyager, me sentir libre et grandir, m'épanouir. Voilà, être en symbiose, en vérité. ça marche. Je vois un petit commentaire de Céline Braque que je salue au passage. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et pour que Antoine puisse répondre en direct. Hein, n'hésitez surtout pas. Voilà. Un autre petite question. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton plus beau souvenir dans ta carrière de sportif? Et à l'inverse, est-ce que tu as eu une grosse désillusion, des obstacles que tu as rencontrés et que tu as réussi à surmonter? Alors, mon plus beau souvenir, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, Oui. beaucoup. Mais là, il y a en fait, il y a très peu de temps, là, un de mes plus beaux souvenirs finalement, ça a été il y a 3 jours quand on a eu le droit de retourner à l'eau. J'ai fait une petite vidéo de ce moment où j'ai Mm. pris mon vélo à 20 heures parce que c'est le moment où on a le droit de partir de chez nous. Et voilà, pédaler, retrouver, de voir des gens qui sont autour, qui commencent à retrouver un peu le goût à la vie aussi. Je ne sais pas, c'était vraiment un moment difficile à décrire parce que c'était assez subtil, mais plein d'émotions. Et ensuite, une fois arrivé à la plage, de voir plein de gens qui se baladent en respectant bien ce qu'on doit La respecter en ce moment, les distanciation. distances de sécurité, mais ça faisait vraiment chaud au cœur de revoir des gens et ensuite de pouvoir retourner à l'eau et de glisser, voilà, ici, chez moi, un endroit que j'adore où quand j'y allais avant, jamais je m'étais imaginé qu'on se retrouverait dans une situation pareille. Mais ça a été un moment très intense, très puissant pour moi. Et voilà, ça fait partie sûrement de mes plus beaux souvenirs de kite. Après, pour parler du contraire, de l'obstacle, la question de l'obstacle, c'est un peu compliqué aussi pour moi parce que j'essaye tout le temps d'avoir des objectifs Mm. mais qui soit un peu malléable, en fait, du coup, de m'adapter à chaque situation qui arrive dans la vie pour toujours être possible, enfin, pouvoir me remettre en question et puis rebondir sur ce qui arrive. Du coup, ça me permet d'être tout le temps connecté au présent et puis de m'adapter vraiment voilà, à la vie, quoi, simplement. Mais en kite, j'ai eu quand même un accident, deux accidents qui m'ont fait peur où j'aurais pu, je pense, y passer. Je pense notamment à une chute en Croatie où j'ai voulu sauter au-dessus d'une digue en kite par un vent offshore. Donc, ça veut dire que c'est un vent qui est très irrégulier. Et du coup, je suis arrivé à pleine balle, comme on dit, à fond les ballons.
et j'ai voulu sauter au-dessus de la digue, mais finalement, la rafale de vent s'est arrêtée juste avant. J'étais lancé, j'ai dû commencer à sauter et je suis tombé vraiment contre les rochers. J'ai eu de la chance de pouvoir mettre mes pieds un peu devant et ne pas me fracasser complètement. Mais ouais, ça m'a bien calmé. Et une autre fois, je suis tombé dans une énorme vague et je me suis fait ligoter dans mes lignes de kite. Du coup, mon aile est tombée et ensuite, elle se faisait euh, emporter par les vagues qui continuaient de casser. Ouais. Et moi, en fait, j'étais ligoté sous l'eau et plus ça allait, plus je faisais comme une encre, en fait, l'effet de l'encre et j'allais sous l'eau. Sauf que j'étais ligoté, donc c'était vraiment un peu. C'était très compliqué comme situation et je ne sais comment je suis sorti de là et je suis arrivé, je me rappelle encore, sur le bord de plage, comme dans les films quand un mec tombe d'un bateau et arrive complètement à plat ventre sans force. Voilà. Et là, je peux te dire que le goût de la vie, il revient à puissance 1000. Et voilà. Et ensuite, on relativise beaucoup. Et finalement, les petits problèmes de la vie quotidienne ne sont pas vraiment des problèmes. Voilà. Donc ensuite, on essaie toujours de se dire que ça pourrait être pire. Et on est déjà bien heureux d'être en vie. Exactement. Mm. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées, notamment est-ce que tu aurais des recommandations pour quelqu'un qui aimerait débuter dans ton sport? Alors, la première recommandation et la plus importante, c'est de se renseigner auprès d'écoles officielles pour vraiment apprendre en toute sécurité. Parce que c'est un sport qui est assez accessible, mais qui peut vite être très dangereux. Si on n'utilise pas la bonne aile, si on part dans de mauvaises conditions, si on ne sait pas lire les nuages, il peut y avoir parfois des effets de rafales qui sont voilà, vraiment pas cool. J'ai des, j'ai des histoires en tête que je préfère même pas raconter, assez tristes. Donc voilà, il faut faire très attention, mais par contre, c'est un sport, si on le fait avec précaution, qui peut être vraiment génial et qui donne très vite des sensations de glisse incroyables. Carrément. Une autre question de Pierre-Augustin, notre responsable conférence à Isegoria. Donc, je salue notre petite équipe à Isegoria. Est-ce que tu te définis comme un autodidacte, que ce soit pour le kitesurf, mais aussi pour ton action pour l'environnement? Ouais, ouais, complètement. En fait, j'ai toujours tout appris un peu tout seul, via justement, via juste les rencontres au fil du temps. Et puis, les choses viennent un peu naturellement. Je pense il faut écouter les signes de la vie, s'écouter. Et si on est en harmonie, plus ou moins, on essaye toujours de l'être. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Je pense que les choses se passent d'une manière assez fluide. Et c'est quoi la question déjà? Tu étais plutôt autodidacte dans toutes les activités que tu réalises ou Ouais. Si, si, ouais, ouais, plutôt, bah, complètement même autodidacte. J'ai pas fait d'école de journalisme, par exemple, mais je savais que en faisant des pilotes tout seul, en essayant, les opportunités se créent. Parfois, il n'y a pas de transformation, mais tant qu'on fait les choses avec vraiment beaucoup de cœur et qu'on se lance sans penser à la chute, bon, finalement, on réussit toujours d'une manière ou d'une autre, on s'en sort. Une petite autre question. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir dans la voile classique, notamment en régate, avec la montée en puissance de l'utilisation des foils que tu utilises toi aussi? Est-ce que tu penses que la voile classique va avoir un avenir? Oui, je pense que la voile classique, c'est un peu les bases de la voile en général. Le foil, c'est vraiment très spécifique à ceux qui veulent faire de la vitesse, à gagner des records, à traverser l'Atlantique ou n'importe quel océan toujours plus vite. Et je trouve ça génial pour que la technologie évolue, c'est top. Je pense notamment en ce moment à Alexandre Kaiser qui est en train, un collègue de chez F1 qui veut battre le record du monde de vitesse. Il s'est mis l'objectif d'aller à plus de 150 km/h sur un nouvel engin justement à foil. Et ça, c'est super beau. Mais je pense que la voile classique est aussi intéressante pour des gens qui veulent simplement se faire plaisir. Après, c'est une autre manière de profiter de l'océan. Mais l'objectif commun, c'est d'être en harmonie avec les éléments et de se faire plaisir finalement. Donc, je respecte toutes les activités. Je pense que la voile classique a vraiment une place aujourd'hui encore dans la voile en général. Il y a Geneviève, notre chère présidente d'Isegoria, qui nous demande qu'est-ce qu'un foil. Est-ce que tu peux nous expliquer pour...
Alors, un foil, c'est une espèce de petit avion qui est pour moi, quand je le pratique, c'est en kitesurf. Donc, c'est une espèce de petit avion qui est sous ma planche, connecté à un mât, donc à peu près à 1 mètre de distance de ma planche. Et donc, sa forme d'avion permet de se surélever au-dessus de l'eau et à ce qu'il n'y ait plus de friction entre ma planche sur laquelle je suis debout euh, avec l'eau. Donc, il n'y a que le mât qui nous fait la connexion, mais du coup, il n'y a plus de friction et on peut vraiment avoir la sensation de voler. On peut dépasser la vitesse du vent quand le vent ne souffle pas très fort, puisqu'une fois qu'on est en l'air et en train de voler, il n'y a plus de friction, donc il y a beaucoup moins d'accroche et donc on prend vraiment de la vitesse. Et donc, c'est un outil qui aujourd'hui a révolutionné la glisse. On l'utilise aussi en surf. Donc, juste avec la force d'une vague, on peut se surélever au-dessus de l'eau et surfer la vague, mais sans la toucher, vraiment, c'est incroyable. Je vous invite à regarder quelques images sur Ouais. Internet. Il y a un nouveau sport qui est né il n'y a pas longtemps qui s'appelle le wing, donc qui est la même chose avec une petite aile de kite, sauf qu'il n'y a plus les lignes et qui nous permet pareil de voler au-dessus de l'eau. C'est incroyable. Là, on a une sensation de liberté, de folie. Une fois qu'on remonte au vent, on peut redescendre avec la simple houle. Et donc, c'est une nouvelle manière de lire l'océan également. Franchement, c'est un univers incroyable. Euh, qui est né il n'y a pas longtemps. Et voilà, on peut aussi utiliser les foils dans la pratique de voile au large, de course au large, et notamment avec les ultimes aujourd'hui qui font tout type de records grâce à ces foils. Est-ce que tu as une préférence entre le foil justement et le kitesurf? Ou c'est à peu près, t'aimes les deux En autant? fait, c'est lié. Moi, je fais beaucoup de kite foil. C'est vraiment le mélange du foil et du kite. Il y a aussi le wind foil. Donc, c'est le mélange de la planche à voile avec le foil, qui va d'ailleurs être olympique. Le kite aussi, d'ailleurs. Donc, moi, j'aime tout, en fait. Dès que je peux glisser sur l'eau, je suis heureux. Ce qui est génial avec le foil, c'est que ça a vraiment ouvert les spots. Ça veut dire que n'importe quelles conditions sont navigables aujourd'hui. Avec un vent très très léger, on peut avoir une aile aussi très légère et décoller avec vraiment 6-7 nœuds à peine. Et puis quand le vent est très fort et que les conditions évoluent, ben, on s'adapte aux conditions. Et moi j'adore aussi faire de la vague, du freestyle et m'envoyer à 20 mètres avec mes ailes de kite que j'utilise depuis toujours aussi. Donc voilà, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment s'adapter aux conditions et se faire plaisir euh, d'une manière assez subtile. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que tu avais essayé le speed riding? Non, jamais. Et ça, c'est plus à la montagne, en fait. Mais c'est marrant parce que je viens de regarder une vidéo d'un copain, là, Elliot Notchez, qui est un grand champion de parapente. Et il m'a fait rêver cet après-midi avec une vidéo de speed riding. Lui, il monte en parapente, il se pose sur un sommet. Ensuite, il sort sa petite aile de speed riding avec ses skis. Et puis, il descend les montagnes à fond la caisse. Mm. Et on a juste eu un commentaire là juste à l'instant. Est-ce que tu as encore des rêves concernant ta pratique dans le kitesurf? Ouais, toujours. Bah, le rêve, c'est de continuer, de rêver, de continuer de progresser, d'être de plus en plus fluide, de trouver encore voilà, des manières de glisser qui soient toujours encore plus en harmonie avec bah, une petite houle, du coup, de vraiment pouvoir maximiser les sorties. Et puis, en fait, ce qui me fait vraiment rêver, c'est de pouvoir me dire que chaque jour va être un jour différent, mais va être une journée où je vais pouvoir vraiment me déplacer avec la force des éléments. Et ça, c'est assez incroyable. On a une question de Steph que je salue également, qui nous permet de faire la transition. Comment tu fais toi pour allier ta passion pour le sport et ton engagement pour l'environnement? Mais en fait, ça se fait de manière naturelle, comme je disais tout à l'heure. Vu que le kite, c'est un pilier central dans ma vie en général, aussi bien au niveau personnel que professionnel, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais entreprendre va être d'une manière ou d'une autre connecté à ce sport ou à ces sports purs, non polluants que je pratique, comme le parapente ou le kite ou le surf ou le foil, tout en fait. Tout ce que je fais, ce sont des sports qui sont vraiment en harmonie avec la nature. Et du coup, naturellement, je me suis tourné vers l'écologie, puisque voilà, il y a eu vraiment des rencontres assez incroyables. L'année dernière, j'ai eu la chance justement d'incarner cette émission dont je vous parle qui s'appelle L'Air du Temps.
Et j'ai été amené à faire des rencontres vraiment incroyables. Je pense notamment au Japon où j'ai rencontré des femmes qui plongent dans la mer tous les jours à 6 heures du matin. Elles descendent à plus de 10 mètres pour aller ramasser des algues. Mais en même temps, on les appelle les gardiennes de la mer parce qu'elles nettoient les océans, elles vérifient qu'il n'y ait pas trop de plastique. Et c'était vraiment. Donc j'ai eu la chance d'aller plonger avec elles. Et on a fait une séquence incroyable, vraiment très proche de la nature, justement, avec une culture complètement différente. C'était très, très, très beau. Si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, c'est L'Air du temps, l'épisode au Japon. Et c'était très, très beau, très fort. Je vous conseille cette série qui est vraiment très, très belle et très bien réalisée. Donc bravo à toi. Bah, merci. Euh, Surtout on- le Real qui est fort aussi. Et ouais, l'auteur, ouais, Eric Capitaine, très fort. on le salue. Est-ce que tu penses que le kitesurf sera aux JO pardon, de 2024? Bah oui, je crois que le kite est au JO. Sauf que là, pour sa première édition, si j'ai bien compris, ça va être en tandem. Je crois qu'il y aura un homme, une femme, et c'est une équipe en fait. Et du coup, je ne sais pas si ce sera en forme de relais ou j'ai pas encore regardé exactement les. Non, petit problème de son, ça devrait revenir. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en attendant que Antoine revienne. On a un petit problème de connexion, on est de retour. Normalement, Antoine devrait nous rejoindre. Voilà. Je suis là, non mais désolé, le téléphone a eu chaud en fait. Ça m'est C'est jamais pas grave. arrivé, le téléphone a marqué urgence, le téléphone a chaud, je sais pas quoi. Et du coup, Tu portes ça a pas le live. chauffé, ça chauffe avec Audencia. Bon, bah, merci d'être de retour. Et je vois que tout le monde est de retour, donc c'est cool. Je sais Ouais. plus où on était au niveau des questions. Peut-être il y avait une question de Geneviève, encore notre petite présidente. Comment est-ce que tu arrives et est-ce qu'on pourrait arriver à avoir ton optimisme au quotidien? Je pense que ça se travaille. C'est clair que être positif et optimiste, ça aide dans la vie, puisqu'en fait, toute situation, même comme on disait tout à l'heure, un obstacle ou une défaite, peut être considéré comme quelque chose de positif, puisqu'on peut rebondir, apprendre quelque chose de ce qu'on a vécu. Donc au final, si on arrive à se mettre dans cet état d'esprit, tout est positif finalement. D'ailleurs, il y a aussi souvent une phrase qui me revient en tête, je crois que c'est de Bob Marley, qui disait quand il y a un problème, il y a toujours une solution, et quand il n'y a pas de solution, en fait, il n'y a pas de problème. Et souvent, j'y pense parce que je me dis, bah ouais, c'est vrai, pourquoi je vais commencer à me préoccuper de choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est d'ailleurs une discussion que j'avais eue lors de notre premier documentaire qu'on a tourné au Mexique avec mon meilleur ami Valentin Kaufmann, qui, je crois, est là d'ailleurs sur le live, que je salue. Et quand j'étais dans le train lors de ce documentaire, pendant le tournage, d'ailleurs, on tournait tout de manière très spontanée. J'ai rencontré une femme qui me disait que son père lui avait dit la seule chose qu'il regrettait dans sa vie, c'est de s'être préoccupé de choses, c'est de s'être préoccupé énormément de choses qui n'étaient jamais arrivées finalement. Et je pense qu'on est tous un peu connectés à cette phrase d'une manière ou d'une autre. Souvent, on se pose des questions, on se préoccupe de choses qui finalement n'arrivent jamais ou n'arrivent pas de la manière dont on s'attendait. Et au final, en général, c'est moins grave que ce qu'on imaginait. Donc, au moment où les préoccupations arrivent, je pense que c'est important de les reconnaître, mais vite de les éjecter. Et ça permet d'avancer de manière assez positive. Alors, on a un commentaire là juste à l'instant. Est-ce qu'en Espagne, une plage a été nettoyée à la javel? Que penses-tu de cette action? Ah, nul, zéro. Ouais, ouais, ouais. Ça a été fait je crois qu'il y a une semaine. Ça a été fait à Zahara de los Atunes, qui est une magnifique plage à 50 km de là où j'habite, un peu plus au sud, entre Cadiz et Tarifa. Et bah, ça a fait un peu le tour des réseaux. C'est vrai que ça a été du grand n'importe quoi, mais comme aux États-Unis, où il y a eu aussi du grand n'importe quoi avec les gens qui ont bu de la javel, si j'ai bien compris, à cause Hmm. de déclarations de Trump notamment. Ouais, on voit beaucoup de. En fait, la peur fait qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu du grand n'importe quoi. Je pense qu'en ce temps de crise, il faut rester serein. Bien sûr, il faut garder des mesures de sécurité, de distance. Il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Il faut vraiment juste être alerte à plein de petits détails, rester respectueux, mais ne pas rentrer et tomber dans la parano totale
où là, on est complètement crispé, bloqué, et on a peur de n'importe quel, on a peur de respirer finalement. Sinon, on n'avance plus. Je pense que si on veut vraiment avancer, il faut quand même qu'on reste connecté à l'être humain de base, quoi. Mm. Et on a une question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu préconiserais pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans le journalisme pour l'environnement mais qui n'a pas de formation? Par où commencer? Ouais, c'est un peu ce que j'ai fait, hein. C'est faire les choses en suivant son instinct, en suivant son cœur, raconter ce que vraiment on a à l'intérieur de soi de la plus belle manière qu'on peut. En fait, mettre toute son énergie, toute sa force, toute son âme vers son objectif. Donc, si vraiment c'est son objectif, sa vocation, il faut raconter les choses telles que l'on les voit, en étant le plus naturel possible et ne jamais lâcher ses objectifs. Ne pas penser à faire des millions de vues parce que c'est pas du tout l'objectif, de plutôt faire de la qualité. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt. Enfin, j'espère que le monde d'aujourd'hui va retourner un peu vers ça, en fait, vers des projets qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. C'est un bon moment en ce moment pour se reposer plein de bonnes questions, de repartir sur une nouvelle dynamique, voilà, de retrouver un peu de sens à nos vies, de repartir vers des choses essentielles. J'espère que grâce au Covid, finalement, on va quand même sortir des choses positives et que l'être humain va être capable de rebondir aussi. J'ai quand même de l'espoir. Donc voilà. En tout cas, pour être journaliste sans formation, il faut simplement raconter les choses telles qu'on les voit et essayer de faire les choses en ayant un début et une fin. Ça aide quand même. Ça, c'est un petit, Conseil? un petit conseil qui marche bien en général. Quand on raconte une histoire, c'est important d'avoir vraiment un début et une fin. C'est ce que ma première productrice m'a toujours dit et j'ai bien gardé ça en tête et ça m'a beaucoup aidé. Pour chaque séquence, chaque petite histoire à raconter, c'est important qu'il y ait un début et une fin. Carrément. Donc de très bons conseils, merci à toi. On a Mm. une question, donc tu défends de nombreuses causes, on a parlé de l'environnement. Est-ce que la démocratisation du sport pour les femmes est aussi une cause que tu défends? Ah ouais, complètement. Mais je pense qu'il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de genre dans le sport, hein. Tout devrait être équilibré. Et c'est pas forcément le cas dans tous les sports. En kite, il y a beaucoup plus d'hommes qui le pratiquent, mais par contre, moi, j'ai toujours été admiratif des femmes qui naviguent et qui développent le style vraiment de fluidité et de beauté du mouvement, beauté du geste. C'est un sport qui est magnifique et qui, en fait, comme avant je faisais de la gymnastique et du trampoline, j'ai toujours été habitué à voir moi des femmes fortes en sport parce qu'en gym, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder quelques gymnastes femmes, c'est incroyable tout ce qu'elles font. Elles sont même peut-être plus fortes que les hommes. Et du coup, je pense que ça devrait être le cas dans tous les sports. Et qu'est-ce qui t'a incité, toi, à défendre l'environnement? Parce que tu as, notamment dans ta pratique du sport, tu fais attention à faire des sports qui ne polluent pas. Donc c'est très important à tes yeux. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de t'engager à défendre cette belle cause? En fait, encore une fois, c'est venu naturellement, vu que tout ce que j'entreprends est connecté à la nature. Euh, pour moi, un pas de plus, c'était vraiment de m'engager un peu plus dans cette lignée et du coup de choisir des projets qui soient vraiment en accord avec qui je suis. Donc ça a commencé vraiment via la première émission qu'on a réalisée avec David Thiago Ribeiro, donc qui s'appelait Libre comme l'air, où justement, comme j'en parlais tout à l'heure, on est parti au Mexique faire un 52 minutes où j'allais à la rencontre des gens proches de la nature et où je faisais du sport dans cette émission. Et donc, le prolongement de cette émission, ça a été d'être repéré par une autre prod de film en aiguille qui m'ont demandé d'incarner la quête des vents. Donc finalement, de fil en aiguille, j'ai été amené à faire des projets qui étaient proches de la nature. Et la suite, ça a été vraiment de faire l'ère du temps, où là, vraiment, c'était une émission sur l'environnement. Donc, je pense que naturellement, tout ce que j'ai entrepris a tellement été connecté à la nature, aux éléments, que finalement, j'ai été amené à faire des choses dans cette direction. Voilà, donc se laisser porter et tout viendra naturellement, quoi. Oui, se laisser porter en étant quand même motivé et plein d'entrain
pour créer des choses qui n'existent pas forcément, essayer toujours voilà, de ne jamais rester assis sur ses acquis. Et de tout. Moi, j'ai toujours essayé de me mettre, de me placer dans des endroits où j'étais un peu à la limite du possible. Donc, une fois que j'ai eu mon niveau en kite et que j'ai voulu faire de la télé, par exemple, au départ, pour moi, ça a été vraiment très, très dur. Il y a un moment où ça devient légitime. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de rester qui l'on est vraiment, de suivre son cœur, de suivre son instinct et de ne jamais rester assis, posé, attendre les bras croisés que ça se passe. Il faut toujours essayer d'être dynamique, de produire d'une certaine manière. Et puis, petit à petit, les choses se passent. Donc voilà, en fait, il faut constamment ouvrir des portes et puis aussi essayer d'avoir des petits objectifs pour progresser. Et de connaître ses faiblesses, bien sûr aussi. Si on connaît ses faiblesses, ben, on va plutôt les travailler plutôt que de rester tranquille à faire les choses qu'on sait faire depuis toujours. Et on a une question aussi. Il y a certains marins comme Alex Thompson qui ont fait des défis comme le Skywalk. Est-ce Mhm. que c'est un objectif, un de tes objectifs? Alors moi, je suis pas dans le défi incroyable comme ça, mais je respecte énormément. Trop beau, c'est super beau ce qu'il a fait. Les images sont magnifiques. Moi, j'adore faire des défis. Alors soit un peu à la limite, comme aller faire du kite dans Paris, dans les fontaines du Trocadéro, ou à Madrid, ou à New York sur la rivière Hudson, parce que j'aime utiliser mon sport qui est si lié à la nature dans un milieu très urbain. Donc ça, c'est quelque chose, vu que j'ai voyagé beaucoup, un peu dans des capitales comme ça, un peu mondiales, ça m'a toujours fait triper d'essayer de naviguer un peu partout où j'allais. Et j'essaye aussi, notamment via mes projets de navigation sur des eaux colorées, de montrer vraiment la beauté de l'image via le kite. Donc, j'ai fait des images, je ne sais pas si vous avez vu, sur des salines rouges qui sont à 500 mètres de là où j'habite. Et ça a été un déclic pour moi pour aller vraiment essayer de rider les autres couleurs du monde. Et en faisant des recherches, je cherchais la couleur jaune parce que j'adore le jaune, très solaire. Je suis tombé sur des bassins d'ocre dans le sud de la France, dans le Luberon, pour être exact. Et en fait, ce sont des bassins de décantation d'ocre, donc l'ocre, le plus vieux pigment du monde, qui appartiennent à une société qui s'appelle la Société Ocre de France, où ils fabriquent les pigments d'ocre. Donc je me suis mis en contact avec eux et j'ai pu aller rider de l'eau jaune. Il y a une vidéo aussi qui se trouve Ouais, et sur je la Internet. conseille, elle est top, ouais, elle est Et magnifique. ouais, donc voilà, c'est pas forcément des projets toujours avec être le plus extrême dans mon sport. J'essaye de durer, d'être fluide. J'essaye toujours de progresser. Là, un de mes projets actuels, ça va être vraiment de refaire une vidéo où pour moi, je le considère vraiment comme une espèce de danse. Donc, je vais essayer de remélanger tous mes acquis de yogi, de kitesurfer, de windsurfer, de trampoliniste et de gymnaste pour essayer vraiment de montrer la beauté du mouvement de A à Z. Ça va vraiment être la prochaine vidéo là, qui me titille. Et on a une petite question d'actualité en lien avec, enfin de Ryan, pardon, que je passe. Est-ce que comment t'imagines le monde après cette période de pandémie de coronavirus? Euh, j'ai de l'espoir. J'imagine que ça va être dur pour les plus fragiles et ça me fait beaucoup de peine. Mais j'imagine que c'est aussi un moment où il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se reconnecter à eux-mêmes, j'espère. Qu'il va y avoir plus de sens peut-être aussi et que les valeurs essentielles vont ressortir. Je pense à la famille. Moi, personnellement, j'ai été en contact avec mes parents quasiment tous les jours au téléphone. Et là, avoir revu mes parents il y a 2 jours, quand on a eu le droit d'aller se balader sur la plage, mais sans pouvoir les embrasser, ça a été dur, mais en même temps, c'est magnifique comme sensation de retrouver vraiment juste l'essentiel, les amis, la famille, des moments simples en fait. Je pense que c'est ça qui va surtout se passer, c'est qu'on va être plus dans la simplicité. J'espère en tout cas. Après, on ne sait jamais, c'est dur de prévoir le futur, mais j'espère vraiment qu'on va aller vers quelque chose qui tend vers le positif. Le live va bientôt se terminer. Je vais te poser une dernière petite question pour clôturer. Est-ce que tu as des projets qui sont déjà définis? On sait que normalement tu vas venir nous voir à Audencia à la rentrée. Est-ce que tu as, d'autres projets, peut-être une prochaine destination à nous révéler là?
maintenant? Bah, j'ai d'autres projets télévisuels, mais qui sont encore secrets. Mais par contre, oui, j'ai une nouvelle destination là. Dès qu'on va être déconfiné, j'ai un projet de vidéo à l'île Maurice. Ça marche? Ouais, Je suis un là? bug Voilà. de connexion. Oui, je disais Ouais, on on va t'entend. faire une vidéo vraiment tournée sur la beauté du geste, beauté du mouvement, avec des caméras qui filment quasiment à 1000 images secondes. Donc ça va être vraiment une vidéo différente de ce que j'ai déjà pu faire. Et en même temps, on sera accompagné d'un ami à moi qui s'appelle Thomas Ligonnet et qui est droniste FPV. Donc il utilise vraiment les drones qui vont vite et on va pouvoir faire des plans séquences assez incroyables où il peut partir vraiment de derrière une feuille de cocotier, de faire le tour de l'arbre et ensuite de plonger sur la mer en moins de 10 secondes pour me retrouver. Donc voilà, en fait, c'est juste qu'on va faire des images incroyables. Donc on va mélanger tout ça pour faire une vidéo de kite dans des eaux aux couleurs assez incroyables à l'île Maurice. Et ensuite, si tout se passe bien, on devrait enchaîner sur Madagascar, les Maldives et les Seychelles. Donc c'est des destinations qui font rêver. J'espère qu'on Ouais. pourra voyager bientôt, mais si ce n'est pas le cas, on attend. Moi, je vais attendre avec beaucoup de patience et puis je vais déjà profiter ici de la nature. J'espère que vous, en France, vous allez pouvoir aussi retrouver les plages bientôt. Je crois qu'en ce moment, c'est un peu le débat. Aujourd'hui, En débat, ouais. si j'ai bien compris, aujourd'hui, le Sénat devait décider si oui ou non. J'ai pas suivi. J'espère que ça va être possible parce que la plage dynamique, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne ici. Donc si ça pouvait fonctionner aussi en France, ce serait vraiment génial. Parce que je pense qu'avec du bon sens et du respect, on peut quand même retrouver une certaine normalité. Bah écoute, on te remercie pour ta participation à ce live. Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces deux petits lives, du coup, malgré les petits Ah, le problèmes de connexion. gouvernement a accepté la plage dynamique. Ah bon, Excuse-moi, bah je voilà. vois ça. Top, Merci, Steph. Voilà. c'est cool. Merci pour ta réponse. Donc voilà, merci à tout le monde, toutes les personnes qui ont suivi ce live. Et merci à l'équipe d'Isegoria aussi qui m'a soutenu dans ce projet. Et aussi l'administration d'Audencia, sans qui ce live serait pas possible. En particulier Céline Drac et Arnaud Fournier. Et un petit coucou aussi à Alexandre, ton project manager, avec qui Mm. on travaille depuis longtemps. Voilà. Bah, merci beaucoup à toi, Mathis, et à toute l'équipe d'Audencia. Ça a été un grand plaisir de parler avec vous. J'ai hâte de venir vous voir en septembre Nous aussi. euh, en live, mais pour le coup, vraiment physiquement. Je préfère vraiment en général être au contact. C'est toujours plus agréable, mais là, c'était quand même déjà très sympa. Comme quoi, la technologie, quand on l'utilise de la belle manière, comme ça, c'est top. Et donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un énorme moment de bonheur quand vous allez retrouver les plages. Et puis merci Alex aussi pour avoir organisé ce moment incroyable. Ouais, merci à On lui. reste en contact et si vous voulez voir des vidéos ou me poser d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur mon profil, à me demander ce que vous voulez. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Merci à toi. Bonne soirée et au revoir. Ciao, Bonne bonne journée. soirée. Merci beaucoup. Salut. Salut.